Salut les amis et bienvenue pour cette deuxième partie. Alors le temps a passé depuis cette première partie, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai eu un petit coup de, je sais pas, le contre-coup du voyage, l'envie de plus goût à grand chose. Bon, j'espère que vous comprendrez. On s'était arrêté au budget. Ah, le budget, je commence par ça parce que comme ça tous ceux qui attendent le budget pourront arrêter la vidéo après. Je vais vous donner le budget de combien on dépensait par mois. Alors ce budget, donc c'est hors achat du bateau. Par contre, dans ce budget, il y a l'assurance du bateau, les assurances personnelles, location de voiture, visite, achat du drone. Il y a tout qui est étalé sur l'année. On a dépensé, tenez-vous bien, 2400 € par mois. Donc il y a plus d'une personne qui va bondir en entendant ce chiffre, en se disant mais on peut dépenser beaucoup moins. On peut sûrement dépenser beaucoup moins. Il y a plein de monde qui dépense beaucoup moins. Il faut quand même remettre ça dans son contexte. Moi, c'est un tour de l'Atlantique sur un an. J'en fais pas toutes les années, donc je me suis pas privé. Je comptais dépenser beaucoup moins. Je comptais plus être dans les 1500 € par mois. Et finalement, avec les assurances, l'achat du drone, même si c'était pas excessif, mon drone il coûte que mon drone m'a coûté dans les 700 €. Mais l'achat du drone, l'achat de toutes les petites pièces de réparation, la vie courante, les apéros, les sorties, même si on n'a pas fait beaucoup de sorties, les restaurants. On n'a pas été beaucoup au restaurant, mais bon, un restaurant par mois, par-ci par-là. Donc on est à 2400 € par mois. Alors ce budget, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que en fait le budget finalement va être fixé par ce qu'on peut dépenser. J'aurais pu manger du riz et des pâtes pendant un an, même si j'ai mangé beaucoup de riz et beaucoup de pâtes pendant un an, on ne s'est pas privé spécialement. Donc voilà, c'est le budget que nous on a dépensé. Ça veut absolument pas dire que vous dépenserez le même budget. Le fait que dans les îles les habitants soient pauvres, déjà c'est pas dit qu'ils sont pauvres, mais bon, même dans une île où les habitants sont pauvres, c'est pas parce que les habitants sont pauvres que vous allez dépenser pas beaucoup. Parce qu'il faut bien se dire quelque chose, quand vous arrivez en bateau, vous êtes considéré comme ayant de l'argent. Ça nous aurait sûrement beaucoup moins coûté en nourriture si on avait mangé du manioc et du riz et du poisson. Mais voilà. Il ne faut pas oublier non plus que la partie Antilles, on n'a pas du tout été dans les marinas, donc on n'a pas du tout dépensé pour les marinas. On est très peu sorti. Moi je suis étonné d'être arrivé à 2400. Je vous rappelle quand même, il y a les assurances dedans, donc vous pouvez très bien partir sans assurance ou avec une assurance beaucoup moins grosse, et forcément il vous restera beaucoup plus, et forcément vous dépenserez moins. Donc ceux qui voulaient juste le budget, c'est fait. Maintenant on va répondre à toutes les autres questions, et j'en ai plein des questions. Question de Priscilla. Vous personnellement, avec moins d'expérience en mer, seriez-vous parti? Est-ce que j'avais une grande expérience de la mer? Aujourd'hui, j'ai une expérience un peu plus grande. Moi, plus j'ai de l'expérience, plus j'ai l'impression, plus j'apprends que je ne sais rien. Si on attend d'avoir de l'expérience pour partir, on part jamais. Je ne suis pas en train de vous dire il faut partir sans expérience. Néanmoins, moi, mon expérience, c'était de la navigation en côtier pendant 3-4 semaines l'été. Voilà, c'est tout. C'était voilà mon expérience. Tous les étés, je naviguais 3-4 semaines en côtier. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient partis avec encore moins d'expérience que moi.
Donc je suis pas en train de dire il faut partir sans expérience, ça dépend de chacun comment on le sent. Moi je me sentais de partir. Il faut pas croire que, je tiens à le dire, il faut pas croire que les gens qui font des sorties à la journée, qui sortent du port à la journée, qui naviguent et qui re-rentrent dans le port, il faut pas croire que c'est des gens sans expérience. C'est pas parce qu'on fait pas de grande navigation qu'on n'a pas une certaine expérience de la mer. Il faut bien vous dire que quand vous partez sur un voyage comme ça, l'expérience, vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de bouquins qui permettent de se préparer et d'avoir une idée de à quoi on s'attend en pleine mer. Si vous regardez mes vidéos, vous voyez, il n'y a pas des vagues de 15 mètres de haut. Ce qui est important vraiment, c'est, je pense que plus on sera débutant, plus on aura de l'appréhension à prendre de la grosse mer. Donc ce qui est important, c'est de bien faire attention à la météo. Je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on a moyen, quand on est débutant ou pas super expérimenté en voile, avec les téléphones satellites, tout ça, ça a un prix, hein, de récupérer la météo, de regarder vraiment les fenêtres météo pour, au début, quand on commence des grosses navigations, faire attention à ne pas partir avec des grosses conditions. Ça, c'est très important. Si vous partez avec des bonnes conditions de vent, c'est-à-dire des vents au portant, pas trop forts, ça devrait vous permettre de naviguer assez pour acquérir de l'expérience. Et des petites sorties à la journée, ça permet des petites sorties du port à la journée. Il n'y a pas besoin de faire des grandes expéditions. Ça permet de se forger une certaine expérience et après de faire une journée. Enfin, voilà. On n'est pas obligé d'y aller franco dans une tempête directe. Hein. Toujours question de Priscilla. Les appendices ou les pièces de secours électroniques, GPS et autres. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais au niveau de tout ce qui est carte, je travaillais essentiellement, pour pas dire pratiquement, uniquement avec la tablette et une avionique dessus. Et pour être tranquille, j'avais une deuxième tablette identique avec un backup complet de toutes les cartes avioniques dessus, de façon à ce que si ma première tablette tombait en panne, j'avais la deuxième. Et en plus, j'avais les cartes si jamais ça allait pas. Au niveau GPS, si je fais la liste de tous les GPS que j'avais sur le bateau, entre les GPS du téléphone, de l'ordinateur, des tablettes, je devais être à une dizaine de GPS possibles. Voilà. Après, les pièces moteurs, dans les bouquins qui parlent des mécaniques bateaux, il y a des listes de pièces à avoir. Dans celui que j'avais une liste, j'avais même les injecteurs. Il conseillait de partir avec des injecteurs. Moi, je ne suis pas parti avec tout ça. Je considérais que je suis sur un bateau à voile, donc s'il y a un souci moteur, j'irai jusqu'au port suivant et je commanderai les pièces au port suivant. Je suis donc pas parti avec des injecteurs, des bougies de rechange, plein de trucs. Je suis pas parti comme ça. Je considère que j'ai un bateau à voile. Maintenant, sur les bouquins qui parlent de mécanique moteur, il y a des listes de pièces qu'il conseille d'avoir quand on part sur des grandes transatlantiques. Les outils et matériaux à emporter que l'on ne pensait pas prendre en hauturier. Alors, effectivement, moi, je suis parti avec un étau. Bon, moi je pense que pour bricoler, tenir des pièces, pour extraire certaines pièces, je pense que l'étau c'est très pratique. Donc j'avais un étau, vous avez vu dans les vidéos. Un fer à souder à l'étain, ça c'est, moi je trouve ça essentiel. Poste à souder, si on sait souder, c'est toujours mieux. Moi, je n'en ai pas pris, mais si je devais repartir, je partirais avec un poste à souder. Fibre de verre et résine polyester, ça, j'avais à peu près 2 litres de résine polyester avec à peu près 5-6 mètres carrés de tissu. Mais bon, ça, j'avais déjà avant. Donc, avant de partir, vu que je les avais, parce que j'avais fait des trucs en résine, je me suis dit, bah, si j'ai une réparation à faire, comme ça, j'aurai quelque chose. Donc, j'avais ça. Je m'en suis pas servi, mais j'avais.
Vous avez aussi du mastic polyester. Et j'avais une espèce de pâte. Alors c'est une pâte à réparation, donc c'est une pâte bicomposant qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour réparer par exemple un siphon dévié qui fuit ou un trou dans un tuyau ou n'importe quoi. C'est une pâte qu'on malaxe comme une pâte à modeler. On l'étale, ça durcit et ça coûte dans les 10 € le petit bâton de cette pâte là. Je trouve c'est essentiel. Moi j'en avais 2-3, j'en ai pas eu l'utilité. Si, j'en ai eu l'utilité. J'ai fait une petite pièce pour la gazinière, j'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai fait une petite pièce pour la gazinière avec cette pâte que j'ai mis en forme, et puis une fois que je l'avais mis en forme, après je l'ai limé pour avoir à pile poil la pièce dont j'avais besoin pour réparer ma gazinière. Voilà. J'ai pas fait de vidéo parce que... Alors, question de Grégory. Alors, peux-tu être plus précis sur la gestion de l'école de Victoria sans le CNED? Alors, donc la partie école, c'est pour moi ça a été un peu le calvaire de faire l'école à ma fille. Tiens, elle est là, allez viens ici. Donc c'est plus Liba, ma femme, qui s'en est occupée. Tout simplement, l'école nous avait donné une liste de livres avec finalement tout le programme dedans. Hein. On avait les maths CE2, hein. Voilà. Donc ça, je crois que c'était plus le cahier de jeu là, hein, quand même. Hein. C'était les maths, mais c'était plus cahier de jeu avec Rémi et ficelle. Donc ça, on l'avait pas au début, on l'a acheté après. Parce qu'en fait, on avançait trop vite sur le cahier de maths. Alors, le vrai cahier de maths, il est où? Là. Non. Celui-là. Alors, le cahier de maths, on avait ça. CE2, tout simplement. Voilà. Donc, c'est chez... Voilà. Il y a la leçon, hein. Au début il y a la leçon et après il y a les exercices. Donc faut qu'il y ait un adulte avec l'enfant pour voir la leçon avec, à moins qu'il soit super autonome. Donc normalement un enfant super autonome, il lit la leçon, normalement il doit arriver à faire les exercices, et s'il y a un problème, il y a un adulte qui intervient. Mais bon, ce qu'on voyait, c'est on voyait la leçon avec Victoria, et puis après elle faisait les exercices et on était derrière pour voir où ça allait pas et où ça allait. Donc il y a la même chose en français, hein, avec voilà, vous avez tout, voilà. C'est orthographe, grammaire, orthographe, verbe, lexique. Vous avez CE2 avec voilà, pareil, les leçons. Voilà, donc là c'est plus les leçons avec les exercices qui vont après. Donc ça par contre on a fait sur les cahiers. Hein. Oui, de l'autre côté, de l'autre côté, Donc il y a également CE2 français, voilà. Ça commence à l'envers. Ça commence à l'envers, ça? Ouais, ça c'est voilà. Et ça c'est les cahiers avec les exercices de Victoria. Voilà. On avait également j'apprends l'anglais, voilà. Il y avait même un CD, mais je crois qu'on n'a pas trop utilisé. On a utilisé le CD? On a utilisé tout le temps. Bon, ça c'était Liba qui faisait ça, donc avec les CD. CE2, j'apprends l'anglais également. Il y avait l'Odyssée, avec en fait histoire géo. Voilà. Un bled pour quand il y a des problèmes au niveau des exercices de français. Hein, si on n'a pas assez d'exercices, qu'on a fait tous les exercices du bouquin et que ça manque encore, avec le bled, ça permet d'avoir d'autres exercices, et puis les règles, tout simplement. Tous ces livres coûtent beaucoup moins cher que le CNED. Pour des enfants qui sont dans des classes plus avancées, le CNED, ça peut vraiment être en tout cas un très bon appui. Nous, on n'est pas passé par le CNED parce que pour le CE2, soustraction, addition, division, multiplication, je me sentais tout à fait de gérer, donc on l'a fait en direct. Mais c'est vrai que pour des parents pour des enfants qui sont en école supérieure, c'est vrai que le CNED, ça donne vraiment une ligne. Le problème du CNED, je vous le dis, hein, le problème du CNED, c'est le nombre d'exercices. Il y a un nombre d'exercices au niveau du CNED qu'il faut rendre qui est énorme. Et en plus, vous avez des jalons,
Voilà, moi je trouvais le CNED trop contraignant pour le niveau de Victoria. Peut-être maintenant avec le CNED elle aurait un meilleur niveau, mais bon, pour l'instant j'ai l'impression qu'elle arrive à suivre à l'école. Voilà. Alors, deuxième partie de la question de Grégory, si tu devais refaire ce tour de l'Atlantique, quelles sont les étapes que tu ne referais pas? S'il n'y en a pas, celles qu'il faut absolument faire. Alors, le tour de l'Atlantique. On pourrait se dire, moi, avant de partir pour ce tour de l'Atlantique, je me suis posé la question, est-ce que je pars pour faire tout le tour de l'Atlantique, ou sinon je loue un bateau directement aux Antilles et je passe 4 mois aux Antilles, pendant la période hors cyclone. J'ai rencontré un couple pendant une de mes navigations bien avant de partir, parti 15 ans plus tôt avec les enfants, et qui m'a dit, attention, la partie aller et la partie retour fait partie du voyage. Dommage de faire juste la partie Caraïbes, parce que l'aller et le retour, ça fait partie de l'aventure, et ils avaient tout à fait raison. Moi j'avais des doutes, mais ils avaient tout à fait raison, ça fait partie intégrante de l'aventure. Si vous le faites pas, il vous manquera quelque chose. La navigation aux Antilles, en plus la navigation aux Antilles c'est une des plus simples. Pour moi je trouve qu'elle est super simple parce que le vent est établi. Vous avez du vent d'est toute l'année, hein, donc c'est quand même du vent d'est établi et constant tout le temps. C'est difficile de faire mieux, hein. Pour nous, l'erreur qu'on a fait, l'erreur que j'ai faite, parce que c'est entièrement mon erreur, c'est pas de la faute de Liba, au niveau du Cap-Vert, j'ai fait juste les îles, j'ai pas fait assez le Cap-Vert. J'aurais dû arriver beaucoup plus, au niveau du Cap-Vert, beaucoup plus sur les îles qui étaient proches de l'Afrique, et après aller doucement vers l'ouest, et ça je l'ai pas fait. Résultat, le Cap-Vert, on a fait que Mindelo et puis une ou deux îles autour, et on n'a pas du tout, je pense qu'on n'a pas vraiment vu le Cap-Vert. On a survolé le Cap-Vert et il y avait peut-être mieux à faire. Le Cap-Vert est intéressant du fait que c'est encore assez sauvage. Le reste que j'ai pas fait, si j'ai bien compris en discutant encore ce matin avec un copain bateau qui lui a passé beaucoup plus de temps au Cap-Vert, et c'est vrai que son ressenti c'est que c'était beaucoup plus sauvage le reste des îles. Donc, voilà. Alors, Lionel, quel endroit avez-vous le plus aimé? Bon ben on va faire simple, on va dire moi j'ai tout aimé, hein. J'ai tout aimé, mais c'est vrai que j'ai bien aimé Tobago Cays. Tobago Cays j'ai bien aimé, voilà. Après c'est un lagon, donc c'est peut-être l'endroit qui se rapproche le plus de ce qu'on peut trouver dans le Pacifique. Je sais pas, j'ai pas été dans le Pacifique, mais c'est un lagon, donc je pense que c'est un des seuls, hein. Je pense que c'est pas évident. Moi j'ai aimé toutes les îles. Est-ce qu'il y a des îles où j'aurais aimé rester plus longtemps? Oui, toutes. Faut bien voir que moi j'ai fait avec des enfants en bas âge. Donc au niveau des randonnées, tout ça, c'était très très limité. Un couple seul aura forcément beaucoup plus de possibilités de faire des grosses randonnées, sera beaucoup moins freiné, et je suis pas en train de dire que les enfants sont des boulets, mais un petit peu quand même. Que pensez-vous de cette aventure? Alors moi je pense que cette aventure, c'est génial, faut la faire, c'est magique. Moi, enfin nous, ça nous restera gravé dans la tête toute notre vie. Je pense que je suis très content de l'avoir fait. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et j'espère un jour pouvoir le refaire, peut-être même ou faire autre chose, parce que la faire 2 fois, oui pourquoi pas, il y a tellement de choses que j'ai pas vues, je peux refaire le même
le même périple en allant dans des criques différentes, dans d'autres parties des îles, en visitant différemment, peut-être avec les enfants plus grands, voilà. Donc, je regrette pas du tout. Alors, avez-vous prévu d'autres projets? Pour l'instant, ça se met en place. Alors moi, j'ai un petit problème, c'est que je suis un garçon qui marche par projet. C'est-à-dire que dans la vie, il faut que j'ai un projet devant moi, sinon ça va pas. Et donc pour l'instant, on est revenu et j'ai pas trop de projets devant moi. Enfin, j'ai plein de possibilités, mais j'ai pas quelque chose de bien défini. Et bon. Donc, pour l'instant, je marche par projet. Une fois que j'ai targeté sur un projet, c'est bon. Mais si j'ai pas de projet, et c'est pareil sur tous les plans de ma vie, il faut que j'ai quelque chose, un objectif. Si j'ai pas d'objectif, que ce soit pour le boulot ou autre chose, c'est terrible pour moi. Si c'est juste un train-train quotidien, c'est très dur. Donc là j'ai des questions à Liba. Bon, vous avez vu, elle n'est pas super caméra, hein, elle n'aime pas. Donc Liba est très contente et est prête à repartir, mais pas tout de suite. Pour l'instant, elle est plus focalisée sur les études des enfants. Alors, dernière question de Lionel. Eric, la seule question que je peux te poser, car tu en as dit tellement dans tes vidéos, je compte voyager seul avec mon chat, grand tour par le Brésil, et toi Motu en finale. Qu'en penses-tu? Alors Lionel, alors moi j'ai déjà navigué avec un chat. Ça le fait très bien, ça dépend du chat, mais ça le fait très bien. Voyager seul, bah, je suppose que voyager seul, je pense que au niveau de la navigation, équipe-toi bien en électronique. Je ne vais pas rentrer dans le fait que naviguer seul, en théorie, c'est interdit, mais équipe-toi bien en électronique. Bonne AIS, voire 2 AIS, radar, etc. C'est dur. Pour la nuit, c'est dur. Quand on navigue seul, pour les quarts de nuit, c'est vachement dur. Sur les longues, sur longtemps, c'est dur. Mais bon, j'ai plein de copains qui naviguent seuls, hein, et ça marche très bien. D'ailleurs, si je devais naviguer seul, je pense que je vois pas. Je ne me dis pas, moi, je naviguerai jamais seul. C'est une possibilité. Grand tour par le Brésil et toi Motu. Alors donc ça veut dire que tu passes par... Moi je te conseille pas de passer par le Cap Horn, je te conseille plus de passer par le détroit de Magellan. Mets le chauffage dans ton bateau. Et puis toi Motu, bah, c'est génial. Et les distances dans le Pacifique sont plus grandes, hein, faut y penser. Alors moi j'ai pas fait le Pacifique encore, j'aimerais bien le faire, mais il faut penser que les distances sont beaucoup plus grandes dans le Pacifique. Une traversée de l'Atlantique, on en fait plein en fait quand on est dans le Pacifique, hein. À chaque fois c'est 3-4 semaines de mer parce que les vents sont pas forcément super favorables. Mais ouais, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Bon, après, je sais pas du tout avec quel bateau tu pars. Je te conseille, si tu vas en Patagonie, d'avoir une timonerie intérieure parce qu'il caille de te faire installer le chauffage. Il y a des systèmes super sur le moteur et tout, mais tu as déjà peut-être tout ça, hein, je sais pas, je connais pas, je te connais pas, et puis en plus, je suis pas un expert là-dessus. Ben, c'est un super voyage. Moi, je peux que te dire, bah, vas-y, fonce. Si c'est bien préparé, c'est un super voyage. La question, est-ce qu'on va changer de bateau? Non, pour l'instant, non, on ne change pas de bateau, même si j'ai plein d'idées, mais pour l'instant, non, on ne change pas de bateau. C'est vrai que Ukiva est vachement polyvalent. En fait, moi, sur Ukiva, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de timonerie intérieure. Donc, dans le gros temps bien froid, c'est pas super confortable. Mais sinon, pour tout le reste, il est top. Voilà. Donc moi, j'adore Ukiva. Voilà.
Le seul problème, c'est la timonerie intérieure. D'un autre côté, là, je vais pas naviguer dans des endroits où il fait super froid. Et normalement, j'aurai pas non plus des conditions de mer et de vent ingérables. Donc, pour l'instant, Oukiva me va très bien. Pour naviguer en Europe ou refaire le même tour, Oukiva était très très bien. Alors, question de Fred, si c'était à refaire avec un plus gros budget, te serais-tu tourné vers un kata? Non. Non, si demain je gagne au loto, je griffonne des plans de bateau, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Si demain je gagne au loto, je me fais construire le bateau de mes rêves. Il sera en aluminium et ce ne sera pas un kata. Ce ne sera pas un kata parce que si demain je gagne au loto, ce n'est pas le cas, puisque je ne suis pas rentier encore, contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet. Il y a des gens qui... Il paraît que sur les... J'ai vu un forum avec un mec qui disait qu'il savait tout de moi, et que j'avais une entreprise, et que je travaillais plus, et que c'était génial. Je sais pas de qui il parle là, mais c'est pas moi. C'est marrant internet là-dessus. Donc si demain je gagnais le gros lot au loto, ce qui n'est pas... à mon avis il y a peu de chances d'arriver quand même, je me ferais construire donc un monocoque. Tout simplement parce qu'avec un monocoque en pleine mer, je me vois très bien affronter un ouragan. Je me dis, normalement ça ne doit pas arriver avec les fichiers météo et tout, mais avec un monocoque, je me vois affronter un ouragan. Avec un catamaran, je ne me vois pas affronter un ouragan. Voilà, je ne me vois pas affronter un ouragan. Donc non. Pas de kata, même si j'adore le kata, c'est super fun. Peut-être quand je serai plus vieux, je changerai d'avis, voilà. Mais pour l'instant, non. Alors, question de Fred, pourquoi cette musique d'ouverture qui vient de Hawaii Police d'État? Eh ben, je trouvais la musique sympa. Je cherchais une musique pour mon générique et en fait, la question s'est même pas posée. J'en ai sélectionné 2-3, il y avait la musique de Magnum. J'aime bien la musique de Magnum et celle-là, et ça m'a paru logique d'utiliser celle-là. Voilà. C'était quelque chose de... C'était l'aventure avec un peu un bon tempo, ça me plaisait. Deuxième partie de la question, j'ai vu que tu avais un WC électrique, alors que j'ai vu que tu avais un WC électrique alors que tous les voileux disent que ça tombe toujours en panne. Alors pourquoi j'en ai mis un? Alors donc vous avez vu, j'ai changé un des deux WC, j'ai mis un électrique. Alors pourquoi j'en ai mis un déjà? Parce que j'ai des enfants et pomper, pour la petite de 3 ans et la grande de 9 ans, c'était très compliqué de pomper. Sur les toilettes, enfin il fallait couper l'eau, pomper, remettre l'eau, enfin bon, ça elles n'y arrivaient pas du tout. Donc j'ai fait plus simple, j'ai acheté un truc tout électrique, donc je mettrai le modèle que j'ai acheté. C'est un modèle qui vient se placer sur des toilettes classiques existantes, qui remplace juste la pompe, et franchement c'est génial. C'est génial, maintenant on a utilisé que ça pendant un an. Pourquoi s'emmerder avec des toilettes où il faut pomper? Alors certains vont me dire économie d'énergie. Enfin moi je surproduisais de l'énergie. Tant que tous mes panneaux solaires ont fonctionné, donc jusqu'en Méditerranée je surproduisais de l'énergie, ça m'a pas posé de problème. Question du bateau de Jasby. Alors comment as-tu fait pour faire suivre ton courrier? Alors tout simplement, j'ai fait suivre mon courrier grâce à la poste chez ma mère. Et donc quand elle recevait un courrier important, elle me faisait une petite photo et elle me l'envoyait par mail ou par WhatsApp. De cette manière, dès que j'avais une connexion Wi-Fi ou une connexion Internet, ça me permettait d'avoir accès à mon courrier. Avez-vous envisagé qu'il puisse y avoir un gros décalage entre l'éducation nationale et la vraie vie qu'elle mène depuis un an? Alors, bon, pour l'instant, au niveau des notes, ça a l'air d'aller. Je pense que Victoria est tombée avec une très bonne maîtresse et elle prend en compte qu'il peut y avoir des petits décalages.
Mais à ce que j'ai vu au niveau mathématique et français, il n'y a pas tant de décalage que ça. La suite de la question. Bourrage de crâne TV des petits 1 an risque d'être un sacré décalage avec les autres enfants. Non. Au contraire. Non, finalement, les autres enfants sont aussi abrutis par les séries télé, avec les pubs en plus. Alors, l'avantage là, c'est qu'on a pu quand même sélectionner les dessins animés qu'on leur passait. Ils sont pas restés 1 an à regarder les dessins animés quand même. Même s'ils en ont regardé beaucoup, mais regardez, les enfants, c'est vrai que je fais des généralités, parce qu'il y a des parents qui ne laissent pas accès à la télé aux enfants, mais en règle générale, les enfants passent quand même beaucoup de temps devant la télé. Là, ils ont passé du temps devant la télé, c'est sûr, pendant 1 an. Maintenant, ils n'ont pas passé tout leur temps devant la télé. Il y a eu beaucoup de jours où ils jouaient beaucoup aussi, hein, voilà. C'est vrai que vous les avez vus plusieurs fois, je les ai filmés devant la télé. Parce que c'était des moments où on avait besoin de ne pas avoir les enfants sur le dos. Donc par exemple bricolage, réparation d'une voile, des choses comme ça, où là, oui, mais on limitait la télé. Il ne faut pas croire qu'on les mettait devant en permanence. Quand je lis la question, j'ai l'impression que Jazzby il pense qu'on a mis nos enfants devant la télé en permanence. Non, pas du tout. Hein. La question donc de Marcille. Serait-il possible d'avoir une petite vidéo quelque temps après la reprise du boulot à terre, afin d'avoir l'avis sur ton aventure avec un peu de recul? Ben, là, on a un peu de recul parce que j'ai vraiment tardé, je suis désolé, avant de faire la vidéo. Donc oui, je suis toujours très content de l'avoir fait. Où qui va, est-il bien adapté pour un tel voyage? Oui, sans problème. Sans problème. Comme tous les bateaux de série sans timonerie intérieure, si vous partez pour un voyage où vous n'allez pas dans des endroits où il fait très froid, donc là les Caraïbes c'est l'idéal, oui, c'est un bateau qui est tout à fait adapté. Après vous pouvez gérer s'il fait un peu plus froid avec des tenues plus chaudes, mais oui, c'est tout à fait adapté. Question. Alors c'est qui me pose cette question? Question de Arnaud. Combien de litres de rosé avez-vous descendu pendant l'année? Non, il déconne. La vraie question, une vraie question intéressante. Avez-vous réussi à avoir des échanges intéressants avec les locaux des différentes îles? Et quelles sont les populations qui vous ont paru les plus accueillantes et à l'inverse les moins accueillantes? Ah, question très intéressante et un peu difficile quand même. Parce qu'on est sur internet, on ne peut pas tout dire, mais je vais essayer d'être le plus honnête possible. Alors déjà, pour moi, les populations des îles, ou les populations, globalement, qui nous ont les mieux accueillis de tout, c'est aux Açores. Aux Açores, et donc c'est les Portugais. Les Portugais, ils sont très accueillants, très sympas. Voilà, et même au ponton avec des locaux, et donc dans les ports avec les locaux, ils viennent, ils discutent, ils posent des questions, ils sont curieux, voilà, c'est les Portugais. Voilà, ils partagent le pain avec vous, mais c'est des peuples latins, donc on a des points communs. Voilà, c'est plus facile à se comprendre. Alors dans les îles, donc dans les Antilles, c'est mon grand regret, je n'ai pas réussi à créer de lien avec les populations locales sur les îles. J'ai pas réussi. J'allais acheter, les gens étaient gentils, j'allais leur acheter des choses. Si je demandais mon chemin, on me répondait poliment. Mais j'ai pas réussi à créer ce petit lien. Si sur des îles j'ai réussi à créer des liens, c'était avec, je me souviens à Grenade, dans un supermarché, j'ai créé un lien avec un médecin, mais le mec, c'était pas un Grenadien, c'était un gars qui venait monter un service de neurologie à Grenade. Donc voilà.
mais avec les gens des îles. Sur ces îles, j'ai pris les bus, les transports en commun, donc on était complètement mélangés à la population. On a réussi, les enfants ont eu, avec les autres enfants, c'est-à-dire entre enfants, il y a eu des relations qui se créaient, effectivement, même dans un bus, ils arrivaient à discuter, à jouer ensemble. Ça se faisait. Sur la plage, les enfants arrivaient à jouer avec les enfants des locaux. Mais quand nous, on essayait puisque les parents étaient également sur la plage, de discuter avec les parents, ils nous envoyaient pas chier, ils nous répondaient, hein, mais on sentait qu'il y avait une retenue. Alors, il y avait une retenue, alors on peut mettre ça sur plusieurs comptes, la retenue, j'ai plusieurs pistes. La première, c'est le fait qu'on est de passage, donc si ça se trouve, ils envoient passer plein des bateaux comme ça qui passent. La deuxième, je mets ça sur le compte de la couleur de peau, j'ai beau faire tout ce que je veux, je reste un blanc. Et je vois bien que ils mettaient une barrière, ils se mettaient la barrière, parce que moi j'essayais de franchir cette barrière pour justement découvrir les populations locales, découvrir les coutumes, mais en fait ils mettent des barrières. La seule manière de franchir la barrière, et c'est pas vraiment un franchissement, ça serait de payer. Si je paye pour avoir un barbecue sur la plage, ok, ils vont faire un barbecue, mais voilà, c'est complètement stérile. Si eux sont en train de faire un barbecue entre locaux, même si nos enfants jouent ensemble, je suis à côté, même si j'ai du rosé à volonté pour tout le monde, ça va pas se faire. Ça va pas se faire parce que je vois bien qu'ils mettent une barrière, ils n'ont pas envie d'être dérangés par les touristes ou par des blancs, tout simplement. C'est dommage, j'ai pas envie de ramener ça à une couleur de peau parce qu'il n'y a pas que ça, mais je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément. Pour s'intégrer dans une population locale, quand il y a déjà une différence de couleur de peau et une différence de langage, parce que moi je parle français, je baragouine 2-3 mots en anglais, mais bon, donc déjà le langage plus la couleur de peau, je pense que ça fait trop. Après, j'ai croisé sur certaines îles des blancs qui étaient super bien intégrés. Moi, j'ai pas, en tout cas, je pense qu'on restait pas assez longtemps pour réussir à casser cette barrière. Et en plus, est-ce que moi-même, je me suis vraiment donné la peine d'insister, voilà. Alors après, évidemment, ça, je parle sur les îles françaises, je pense que j'aurais eu aucune mal à casser la barrière plus facilement, peut-être. Parce qu'il y avait juste la différence de couleur de peau et il n'y avait pas donc la différence de langage et de culture que je pouvais avoir sur les autres îles. Maintenant que je ne suis pas resté super longtemps, hein. Mais encore une fois, je pense que ça s'est pas fait. Voilà, j'ai pas fait. C'est mon grand regret, j'ai pas réussi. Question de Chrysophile. J'aimerais bien avoir une liste des lieux que vous avez vraiment appréciés, histoire de mettre un point sur la carte, ainsi que ceux vraiment à éviter, comme Saint-Vincent. Donc c'est vrai que Saint-Vincent, j'ai pas été. Le matériel, les outils. Bon, il y a un point sur les outils que j'ai pas abordé, une machine à coudre. Si je devais repartir, j'essaierais de me fabriquer ou de faire une machine à coudre industrielle pour recoudre les voiles, parce que forcément il y aura des petits trucs à faire. J'ai une question, on me demande, difficile de trouver une autre chaîne maintenant YouTube, si tu as des conseils là-dessus. Alors, figurez-vous que j'ai des amis qui ont décidé de faire une chaîne YouTube. Donc je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous encouragerai à vous abonner à leur chaîne YouTube. Alors là, on est dans un concept différent du mien, hein. On est dans un concept avec une famille que j'ai rencontrée avant de partir, avec qui j'ai gardé des liens.
une famille qui vit sur son bateau. Donc c'est des gens qui vivent sur leur bateau. Quand je les ai rencontrés, ils avaient un gréement aurique et ils ont gardé le même bateau, mais ils ont changé le gréement pour mettre un gréement moderne. Donc c'est un vieux bateau avec... il leur arrive toujours plein, ils pètent le moteur, ils ont toujours plein d'aventures. Pour l'instant, ils ne filmaient pas. Moi, je les encourage à filmer et à faire une chaîne YouTube. Ils ont commencé. Ils ont commencé là à mettre leur première vidéo. Donc c'est le début, faut que ça se fasse. Et là vous allez voir, c'est une famille qui, contrairement à moi, qui fait un tour de l'Atlantique pour revenir, c'est une famille qui vit sur son bateau. Et ils ont décidé, et eux, ils partent vers les pays froids. Donc pour l'instant, ils sont au Pays de Galles, et ils veulent monter plus, Norvège, des endroits comme ça. Donc ils sont super sympas. Le gars... S'il me regarde, il a également, comme moi, il mâche pas ses mots. S'il y a un truc qui va pas, il vous le dira. Il fera pas semblant que c'est parfait quand ça va pas. Il a une philosophie de vie, mais voilà. Et je pense que ça peut être marrant, instructif, et c'est une belle aventure, je pense qu'ils vivent. J'espère qu'ils vont faire des belles vidéos. Question de Thomas, pourquoi ne pas avoir monétisé les vidéos? Alors pourquoi ne pas avoir monétisé les vidéos? Alors si vous voulez tout savoir, si j'avais monétisé les vidéos, si toutes mes vidéos avaient été monétisables, au moment où vraiment j'en sortais une par jour, j'aurais gagné 4, puisque dans YouTube on voit si on monétise combien on aurait gagné d'argent, et si j'avais monétisé mes vidéos quand ça sortait régulièrement, j'aurais gagné à peu près 400 € par mois. Vous allez me dire 400 € par mois, mais c'est une fortune. Pourquoi t'as pas monétisé? Parce que je suis un abruti peut-être. Au départ, je ne voulais pas monétiser parce que si je monétise, moi c'était un partage. C'était un partage. L'idée au début, j'avais pas beaucoup d'abonnés. De toute façon, monétiser ça servait à rien. D'ailleurs, je crois que j'aurais même pas pu monétiser dès le début. Et puis c'était un partage. Voilà, c'est un partage. Et quand on partage quelque chose, c'est toujours embêtant de le faire payer. Donc c'est pour ça que j'ai pas monétisé. Après, comme vous avez vu, il y a pas mal de vidéos où je mets de la musique. Donc dès qu'il y a de la musique, ça serait forcément démonétisé. Peut-être que je finirai par monétiser. Si je repars, en tout cas, voilà. Si je repars, je monétiserai. Si je monétise avec 2500 vues par épisode, une vidéo par jour, ça me fait dans les 400 € par mois. C'est bien. Ça permet de se payer des trucs. Hein. Je reconnais des meilleures caméras, des meilleurs machins, mais étant donné que j'étais pas parti dans ce but-là, le but, je faisais pas la course aux abonnés. Je ne fais pas la course aux abonnés. Si après cette vidéo, vous êtes la moitié à vous désabonner, ben, bon, je ne veux pas dire que je ne veux pas être triste, mais d'un autre côté, je comprendrai très bien, l'aventure est finie, elle est finie. Hein. On me conseille de continuer avec un tour du Pacifique. Oui, j'aimerais bien, oui. C'est vrai que si j'avais monétisé avec des titres bien accrocheurs, et que j'arrive à avoir 6000 abonnés, en francophone ça serait pas évident, hein, mais bon, allez, 6000 abonnés, avec des vidéos vraiment régulières et tout, il y avait peut-être de quoi continuer vers le Pacifique. Donc question de Orlvetti. Bonjour Eric, quels sont les guides que tu as utilisés et ton avis sur Cornell, Patuelli, etc. Alors j'ai utilisé le Cornell et le Patuelli. Nous on regardait beaucoup le Patuelli. Franchement, si vous faites le tour de l'Atlantique, ou si vous partez, en fait si vous allez dans un endroit que vous connaissez pas tout simplement, Patuelli. Moi j'ai pas d'action chez Patuelli, mais les guides Patuelli, même des vieux guides, c'est pas grave, il y a quand même des petites astuces, des petits trucs. Alain, comme tu as croisé beaucoup de voyageurs avec des préparations de carènes différentes, quel bilan en tires-tu, sachant que ton option est la moins coûteuse? Forcément, moi j'ai rien mis, et j'ai gratté. Quel bilan maintenant que... Bon, c'est vrai que quand j'allais gratter sous la coque, à la fin j'en avais marre, même si bon, l'eau était chaude.
Là j'irais bien, là, il fait un peu frais là. Non, si on revenait au début, je ne mettrais pas 2 couches de matrice. Alors, 2 couches de matrice dure juste avant le départ, mais pour mettre 2 couches de matrice dure avant le départ, il aurait fallu que j'enlève les couches de matrice érodable qui étaient mises par les anciens propriétaires. Et je voulais pas passer 3-4 jours à poncer la coque, surtout que ça aurait été dégueulasse, des matrices érodables qui existaient avant. Donc si avant le départ j'avais pu mettre 2 couches de matrice dure avant le départ, oui, j'aurais mis 2 couches de matrice dure, tout à fait, tout à fait raison. Maintenant, le but, maintenant que pendant 1 an ça a bien poncé la coque à l'eau de mer, hein, quand même, ponçage très fin. Hein. Le but maintenant c'est donc de mettre 2 couches de matrice dure sur la coque, mais je vais quand même la poncer avant, histoire de la remettre lisse, parce que la matrice dure qui était sous les matrices érodables, vu qu'elle était très vieille, elle s'est enlevée par plaque. Donc l'idée c'est de refaire ça. Je referai ça vers le mois de mai, je pense. Quand il va faire beau, c'est pas la peine de faire trop tôt. Alors j'ai croisé beaucoup de bateaux avec des préparations de carène différentes. Alors, tous les bateaux que j'ai croisés, je parle pas des bateaux qui faisaient du surplace, hein, je parle des bateaux qui, comme moi, faisaient un tour de l'Atlantique, tous, ils grattaient. Ils grattaient, ils refaisaient anti-fouling, ils regrattaient. C'est bien beau leur anti-fouling érodable, mais je vous assure, vous faites la traversée de l'Atlantique, vous arrivez de l'autre côté, vous n'avez plus d'érodable. Vous n'avez plus d'érodable. L'érodable pour faire une traversée de l'Atlantique, c'est comme foutre directement, vous videz le pot dans le port, c'est pareil. Moi j'ai fait la traversée aller, je suis arrivé, la coque elle était décapée. Et ceux qu'on fait qu'on mis un coup de matrice érodable avant le départ, quand ils sont arrivés aux Antilles, après avoir fait la descente le long de l'Afrique, plus la traversée de l'Atlantique, il n'y avait plus d'érodable. Ils étaient bons pour refaire, ils ont sorti le bateau de l'eau, ils ont refait une couche d'érodable. Les bateaux amis que j'ai croisés aux Antilles, en principe ils ont fait sortir le bateau de l'eau et ils ont refait une couche d'anti-fouling. Alors ceux qui n'ont pas refait une couche, c'est ceux qui avaient une matrice dure avec du... comment ça s'appelle? Une matrice dure au cuivre. Et eux, en fait, ils plongeaient comme moi pour gratter. Et est-ce qu'ils plongeaient plus souvent, moins souvent que moi? J'ose espérer qu'ils plongeaient moins souvent que moi. Mais bon. Voilà. De toute façon, quand vous voyagez, quand vous faites un tour de l'Atlantique, vous changez de salinité. Donc salinité, température de l'eau, les micro-organismes qui vivent le long du Portugal, parce que là il y a pas mal de moules, enfin il y a pas mal de crustacés qui s'accrochent très bien à la coque. Et ben ces crustacés là, quand vous arrivez, tout ce qui s'est accroché au Portugal, quand vous arrivez aux Canaries, c'est pas la même salinité, c'est pas la même température de l'eau. Et les micro-organismes, ils sont morts. Voilà. Et donc de nouveau, c'est des nouveaux qui s'accrochent. Quand vous traversez aux Antilles, de nouveau la carène elle est nickel. Et vous arrivez aux Antilles, et de nouveau c'est d'autres micro-organismes qui s'accrochent, etc., etc. Et à chaque fois que vous changez de salinité, de température d'eau, les micro-organismes meurent, enfin en tout cas une partie, et d'autres viennent s'accrocher. Voilà. Donc moi, pour faire des grands voyages comme ça, j'aimerais bien voir ce que donne une matrice dure au téflon, ou une matrice téflon, tout court. J'ai vu que ça se fait. Je pense que ça doit pas être mal. Voilà. Et après, les matrices où il faut gratter. De toute façon, les matrices où il faut pas gratter, toutes les matrices érodables, donc où les algues ne s'accrochent pas, ça ne dure que le temps que ça s'érode.
Donc où on fait 6 couches de matrice érodable. Mais bon, là, il faut avoir les moyens, et puis on fait le tour de l'Atlantique en espérant que ça tienne un tour de l'Atlantique. Ou alors, on met rien comme moi, et puis on gratte. Voilà. Ou on en met, on sort le bateau, on arrive de l'autre côté, on sort le bateau de l'eau, on fait une matrice, on remet du bateau dans l'eau. Mais voilà, tout ça, ça coûte des sous. Donc moi, j'ai décidé de faire le moins cher. Alors, quel est le devenir, Patrick, hein, quel est le devenir de votre bateau? Quelle sera sa zone de navigation? Alors, bon, je le redis, zone de navigation Méditerranée pour l'instant, donc Corse cette année. L'année prochaine, je pense qu'on refera peut-être les Baléares ou derrière la Corse, voilà, la Sicile, des trucs comme ça. Et après, l'idée, c'est de faire des petits sauts de puce chaque année, et par exemple la première année d'aller hiverner le bateau en Sicile par exemple, l'année suivante d'aller hiverner le bateau sur la pointe italienne, l'année suivante pourquoi pas la Grèce ou la Croatie, l'année suivante, voilà, et de faire comme ça par petits sauts de puce et de vacances de 4 semaines toute la Méditerranée. Jusqu'au moment où on se sentira prêt financièrement et puis dans la tête également à repartir pour on verra, hein. Question de Martin. Bonjour les Oukiva. Le résultat du routage à distance. Alors, est-ce que je suis content ou pas de mon routeur à distance? Oui, je suis très content de mon routeur à distance. Donc c'est un copain qui m'a fait le routage, enfin c'est un copain que j'ai pu connaître parce que c'était un abonné à la base. Et donc oui, j'étais très content d'avoir quelqu'un à terre qui regarde également la météo, donc plus souvent que moi, puisque moi je prenais les fichiers GRIB par le téléphone satellite. Et je prenais pas tous les jours, hein, en principe tous les 3 jours je prenais un fichier GRIB pour voir un peu ce qui risquait de m'arriver dessus. Mais j'étais très content de savoir qu'à terre j'avais quelqu'un qui regardait la météo pour moi. Et de cette façon ça me permettait d'avoir un deuxième avis. Voilà. Ce qui est important, enfin pour moi en tout cas, c'est que la personne à terre donne pas un waypoint mais une direction. Voilà. Il y a ça qui arrive, ça serait mieux d'essayer d'aller vers ce cap-là. De cette manière, parce que le temps, la météo, ce qu'indique la météo, il y a toujours quelques degrés de différence entre le vent qui est indiqué à la météo et le vent réel, et les vagues, etc. C'est pas de l'exact. Donc si vous donne un waypoint, vous allez voir, vous n'allez pas arriver au waypoint. Et si lui commence à se faire des waypoints réguliers, et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas passer par ces waypoints, il va se dire, bah, je lui donne un waypoint, il ne m'écoute pas. En plus, ça veut dire que il faut passer pile au point qu'il vous a donné, c'est-à-dire avant et à l'heure où il vous a donné le waypoint, souvent il y a un changement de cap pour aller vers un deuxième. C'est mieux de dire il faut aller dans cette direction-là, voilà, et puis quand le vent vient, quand tu touches le vent dans d'une autre direction, tu vas dans telle direction jusqu'à temps que le vent il vienne au 360. Quand tu as du vent au 360, tu vas dans telle autre direction parce que après il va y avoir du vent à temps. Et là c'est plus, il faut monter plus vers le nord ou plus descendre vers le sud, mais voilà, c'est des conseils, mais c'est pas des ordres. Vous voyez la différence? Parce que si vous avez quelqu'un à terre qui vous donne des ordres, il faut être à ce waypoint pile poil. Vous allez, alors de deux choses une, ou vous vous effacez complètement et vous suivez pile poil ce qu'il vous dit. Seulement le problème c'est que vous n'aurez pas le vent exact de la météo, il y aura toujours un petit décalage. Et donc vous n'allez pas être satisfait. Parce que vous allez dire, ah bah il m'a dit ça et puis finalement c'est pas exactement ça. Ou alors, celui qui est à terre, il accepte de vous donner une direction. De cette manière, il peut moins se tromper puisqu'il vous donne une direction, une force de vent,
Il vous dit voilà, le vent il va venir comme ça, vaut mieux faire ça parce qu'après il va y avoir une autre dépression qui arrive. Et ça, avec moi, ça a beaucoup mieux marché. Donc moi, si vous faites des routages à terre, je vous conseillerais de faire ça. Même si moi, j'ai pas fait de routage puisque on me l'a fait, mais voilà. Et donc j'en suis très content. En tout cas, ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai que prendre un routeur, il faut quand même qu'il y en ait pour plus de 7 jours parce que si c'est pour faire 3 jours des mers, bon, en principe, vous avez la météo. Alors là, une question de Michel qui me demande ce que je fais dans la vie. Donc je travaille dans un bureau d'études. Alors question de Jacques. Quels étaient les équipements en trop? On n'en a jamais. On n'en a jamais trop. Philippe. Alors Philippe, lui, il a une hypothèse. Alors je vais vous lire son hypothèse. Victoria est bientôt majeure et a obtenu son baccalauréat. Avec mention, s'il vous plaît. Depuis quelques mois, elle fréquente un jeune homme voileux, qui régate sur son bon vieux First 30. C'est celui avec lequel son grand-père a participé au Tour de France à la voile, et qui est resté dans la famille depuis maintenant 3 générations. Ces 2 tourtereaux projettent de casser leur tirelire pour partir 1 an à 2. Quelles sont vos réactions? Leur fixez-vous des limites? Leur imposez-vous un minimum au niveau sécurité? Mettez-vous vous-même la main à la poche pour leur offrir le maximum? Ok. Qu'est-ce que je réponds? Je peux pas lui dire non. Étant donné que moi je suis parti faire mon tour de l'Atlantique, je peux pas lui dire non. Moi je préférerais qu'il parte avec un First 35 quand même. Hein. First 30, bon. Ils sont jeunes. Ça va remuer. Mais bon. Ouais, First 30. First 35 ça serait mieux. S'il partait avec un First 35, je serais plus tranquille qu'avec un First 30. Mais bon. Les First c'est des bons bateaux. Hein. Donc je leur conseillerais un First 35, mais bon, si c'est le vieux bateau du grand-père qui est dans la famille depuis... Bon, alors finalement, la réponse, je lui interdis pas. Je mets la main à la poche. La réponse c'est je mets la main à la poche pour lui offrir le matos de sécurité. Et je leur dis, écoutez, vous voulez faire ça avec ce bateau-là, moi je vous conseille quand même d'essayer de vendre le First 30 ou de changer contre un 35. Mais bon, si vous voulez partir avec le First 30, ok, partez avec le First 30. Mais par contre, laissez-moi mettre la main à la poche pour équiper le First 30 en électronique. Donc là, je leur mets un émetteur récepteur AIS. Je leur en mets même 2. J'en mets un de secours pour si ça tombe en panne. Je leur mets un téléphone Iridium pour qu'ils reçoivent la météo. Je leur mets un traceur. Un truc automatique là qui envoie la position régulièrement. Je leur mets une deuxième balise de sécurité. Je leur paye je leur mets un deuxième pilote automatique à bord. Je leur fais une révision complète du moteur. Voilà. Bon. Un deuxième jeu de voile. Voilà, ils partent avec ceinture et bretelles. Et j'équipe où qui va pour les suivre. Normalement, où qui va, ils devraient pouvoir suivre le First 30 sans trop de difficultés. Et je leur colle au basket. Non, je les laisse partir sur leur First 30. Même si je trouve que 30 c'est pas super confort, mais bon, pourquoi pas. Et par contre, je mets la main à la poche pour qu'ils aient vraiment un équipement de sécurité. Je pense que c'est important, voilà, qu'ils aient un équipement de sécurité avec une tablette avec toutes les cartes. Voilà, tout bien. Question de Masser Vali. Alors ma question,
Repose sur ton état d'esprit aujourd'hui, à la veille, bon là c'est déjà fait, de revenir à un quotidien plus terre à terre, après une aussi belle aventure familiale loin de chez vous. Sinon je ne désespère pas de te croiser là où tu te trouves en ce moment. J'ai une bière au frais, avec ton nom marqué dessus. Mais aussi une compagne qui fait une pina colada d'enfer, à défaut. Alors moi je serais plus pina colada que la bière. Mais là je suis au régime, donc j'ai arrêté l'alcool. Mais pina colada, plus que bière. Je suis prêt à repartir. Non, la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Il y a plein d'aventures, même à terre. Mais oui, je repartirai. Je sais pas quand, mais un jour. C'est pas bon quand on commence à dire un jour je repartirai. On a quand même pas mal de choses à faire avant de repartir. Voilà. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être privé de quelque chose, sortie, resto, visite, durant ton année sabbatique? Ben oui, moi j'aime bien aller au cinéma, donc j'ai pas été au cinéma. Donc c'est négligeable. Hein. On va dire privé avec plaisir. Resto, j'aurais aimé avoir plus les moyens d'aller au resto. Si on avait voulu, on aurait pu aller plus au resto. On s'est privé peut-être. Mais bon, on a quand même pas mal dépassé le budget, même si on l'a dépassé sans le dépasser, mais on a dépensé plus qu'on aurait voulu. Une question me pose, quels sont nos hobbies hors de la voile, vos occupations lorsque vous êtes à terre? Globetrotter. Nos occupations quand on est à terre? Enfin, les enfants. Ça prend tout le temps. Les enfants nous prennent tout notre temps. C'est intolérable ça. Sinon moi, quand j'ai un peu de temps, c'est-à-dire pas depuis que j'ai des enfants, mais sinon j'aime bien peindre à l'huile. Je fais de la peinture à l'huile, je bricole. J'ai toujours des trucs à bricoler, j'aime bien. Et madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un peu de couture, s'occupe beaucoup des enfants, un peu le jardin qui est derrière, potager. Voilà. Sinon, il y a une époque, on avait un camping-car, on aimait beaucoup le camping-car, on faisait que du sauvage, on adorait ça. Mais avec les enfants, on avait bien été obligé de s'adapter, donc vous imaginez, ça fait 9 ans, ça remonte. Hein. Une question de David. Bonjour, une question concernant la sécurité. Quand vous laissez votre voilier au mouillage pour faire des courses ou faire des visites à terre, ne craignez-vous pas pour où qui va? Avez-vous un système permettant de le retrouver en cas de vol? Laisser l'annexe au port ou dans une calanque n'est-il pas non plus risqué? Alors, bon. C'est embêtant ça. Il me pose une question embêtante. Bon. Alors, quand on laisse sur une île, quand on laisse le bateau au mouillage, l'idéal avant c'est d'avoir fait un petit tour, d'aller voir les bateaux qui sont mouillés à côté, d'entamer la conversation. Bon, ça, faut pouvoir moi ça me pose pas trop de problème. Et en principe, par exemple, vous avez un bateau qui est juste à côté, vous leur dites que vous allez à terre. D'eux-mêmes, ils vont jeter un petit coup d'œil. Déjà, vous leur avez parlé, vous êtes venu, vous avez fait la démarche, c'est pas très compliqué, hein, vous faites la démarche d'aller leur dire bonjour, de vous présenter. Ils sont contents. Déjà, quand vous êtes au mouillage dans une île loin de tout, le bateau qui se met à côté de vous vient vous voir, vous dit bonjour, se présente, entame la conversation. Déjà, ça fait plaisir. Et après, quand vous dites on va à terre, bon, là, vous demandez, vous allez aussi à terre, vous restez là toute la journée. Ah, vous restez là toute la journée, bah nous on va à terre. Voilà. De cette manière, déjà, le bateau d'à côté, il est au courant que vous êtes à terre. Si vous commencez à déraper, s'il voit votre bateau déraper, il va pas se dire ah ben peut-être il est dedans, il dort, il va se lever. Non, il sait que vous n'êtes pas là.
Et étant donné qu'il est le seul sur le bateau, il aimerait bien que quelqu'un se bouge le cul pour rattraper son bateau s'il décrochait. Donc il y a de fortes chances qu'il essaye de faire quelque chose. Donc après, en entamant la conversation, ça peut finir en apéro. Donc là, il n'y aura aucun problème. S'il y a le moindre problème, vous pouvez même lui montrer comment démarrer votre moteur si vous n'êtes pas là. Moi, ça m'est arrivé quand je pars, d'aller voir un bateau avec qui j'ai bu l'apéro la veille, en lui disant voilà, je vais à terre, si tu vois mon bateau qui commence à déraper, le moteur, il y a juste à appuyer sur le bouton, tu le démarres, tu avances, le gain d'eau il est électrique, la télécommande elle est à cet endroit-là, paf, et tu rancres le bateau plus loin, mais en principe il ne doit pas déraper. Voilà. Donc déjà, voilà, première des choses. Ça a l'air de rien, mais après... Le principe, moi, c'est je plonge pour accrocher mon ancre. Alors, c'est vrai que... Où est-ce que j'ai pas plongé pour accrocher l'ancre? C'est vrai que si elle est vraiment trop froide, je le fais pas, mais... Le principe, c'est de mettre plus de chaîne que besoin. Mettre bien de la chaîne, et d'être sûr que le bateau est bien accroché avant de se barrer à terre. Mais c'est sûr qu'il y a toujours, dans un coin de l'esprit, une petite appréhension. Alors après... Moi j'avais prévu un système d'alarme sur Ukiva, c'est-à-dire c'était une alarme portative et dès qu'elle détectait un mouvement, ça déclenchait et ça commençait à brailler. Je ne l'ai jamais mis en route. Voilà, je ne l'ai pas mis, je l'ai pas utilisé, je l'avais acheté, je l'avais monté, j'avais mis, c'était avec des détecteurs de mouvement. Je m'en suis pas servi. Donc non, en cas de vol, alors les vols de bateaux, on ne parle pas d'annexe, hein, on parle de vol de bateaux à voile. Dans les îles, il y a très peu de vols de bateaux à voile. Je ne vais pas dire il n'y en a jamais, mais c'est très très rare. Alors pourquoi c'est très très rare? Si vous faites voler votre bateau à voile, ça sera forcément ça sera pas un local. Les locaux, ils volent pas les bateaux à voile. Ils savent très bien servir des bateaux à moteur. Et les bateaux à voile, ils volent pas les bateaux à voile. C'est pas des bateaux assez rapides. Voler un bateau à voile, ça sous-entend... vous imaginez bien, vous partez sur l'eau avec... Vous piquez un bateau à voile, vous partez sur l'eau. Bon. Le propriétaire du bateau à voile, il est allé faire ses courses à terre. Il revient 2 heures plus tard. À votre avis, il voit plus son bateau... Il commence à discuter avec les bateaux autour, on lui dit le bateau, il y a quelqu'un qui est parti avec, il est parti dans cette direction-là, 2 heures. Donc 2 heures, un bateau à voile, ça va à 5-6 nœuds. Allez, vous mettez le moteur à fond, vous arrivez à 8 nœuds. Vous êtes à 16 000 de distance. 16 000 de distance. Mais vous vous faites rattraper. Enfin, le voleur, lui, il veut pouvoir partir vite. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Je suis désolé, ça a été long. Si vous avez réussi à suivre les 2 FAQ de A à Z, je vous en remercie. Bravo, quand même, parce que c'était pas évident de m'écouter parler pendant tout ce temps. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Et puis en attendant, naviguez bien. Allez, ciao!